Bon les gars, nouvelle trêve internationale. Clairement, il y en a beaucoup trop sur le début de saison, mais bon, c'est pas vraiment le débat du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la sélection de Didier Deschamps, parce que qui dit rassemblement international dit nouvelle sélection de Deschamps, et qui dit nouvelle sélection de Deschamps dit potentiellement nouvelle petite surprise. Ça arrive pas tous les jours évidemment, hein. On sait que notre DD national il est quand même assez conservateur, mais de temps en temps, voilà, on en a quelques-unes. Et là, ce coup-ci, c'est Jean-Philippe Mateta qui vient d'arriver pour la première fois à 28 ans et qui va peut-être faire du coup sa première sélection en équipe de France à 28 ans. C'est quelque chose qui est pas si fréquent quand même, hein. On voit sur les dernières années. Souvent, on a quand même des jeunes très très précoces qui sont arrivés en bleu. Bon, voilà, on pense forcément à Mbappé, à Dembélé, voilà, à Kamavinga. Mais dans l'autre sens, bah, ça arrive pas si souvent que ça. Et donc, bon, ça m'a donné une petite idée de concept pour cette nouvelle vidéo, de se faire un peu un 11 des Bleus des joueurs qui ont eu leur première sélection les plus tardives au 21e siècle, hein, parce que sinon on va commencer à remonter vraiment très très loin. Mais voilà, nouveau petit concept, on est parti, on va faire ça par ligne, donc gardien, défenseur, milieu et attaquant. Et bon, évidemment, il y en a quelques-uns qui nous reviennent directement, qui sont assez évidents, je pense, vous les avez en tête. Mais il y en a d'autres, franchement, je les avais un peu oubliés. Donc voilà, vous me direz à la fin de la vidéo si vous aviez un peu tous les noms. Voilà les gars, bah, on est parti pour ce nouveau format. Installez-vous confortablement quand du foot, et puis on y va. Bon, juste avant de commencer les gars, merci beaucoup pour le soutien. Voilà, comme vous savez, on vient de passer le palier des 1000 abonnés sur la chaîne. C'est énorme, et surtout, bah, voilà, tous les commentaires, tout le soutien, tous les likes et les partages que vous faites sur les dernières vidéos, bah, ça m'aide énormément, ça me donne beaucoup de motivation pour essayer de vous proposer des meilleurs contenus et surtout essayer de trouver un peu des formats un peu différents. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés, et bah surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Bon allez, je vous fais pas plus patienter, on attaque tout de suite avec le gardien de l'équipe. Bon, pour le gardien, si je vous mets cette ref, je pense que vous allez rapidement la voir. Attention, suivre le ballon aussi. Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, main opposée, Richard. Fabuleux. Et ouais, on parle de notre Grégory Coupet national, parce que finalement, sa première sélection, elle est arrivée à 28 ans, donc exactement comme Mateta. Et bon, après, pour un poste de gardien, c'est un peu plus logique, dans la mesure où souvent, quand tu as un numéro 1 qui est installé, bah, c'est assez dur de le bouger, tu restes dans l'ombre, et puis tu attends qu'il finisse sa carrière, et puis tu passes devant. Et pour Coupet, ça aura vraiment été le cas avec Barthez, hein. Mais bon, en même temps, quand tu as un gardien comme ça qui est numéro 1, bah, tu peux pas faire grand-chose. Et voilà, bah, il est sélectionné en 2001, lui, pour la Coupe des Confédérations. Alors, il y a pas mal de turnover sur cette compétition que la France va gagner. Mais voilà, ça lui donne l'occasion, lui, de se faire sa première sélection à cet âge-là, à ce moment-là. C'est quand même un gardien emblématique de Ligue 1 et de l'OL, hein. Voilà, 7 titres de champion de France, et puis surtout, 4 fois élu meilleur gardien de Ligue 1 entre 2003 et 2006, je crois. Donc voilà, c'était vraiment un gardien super performant à ce moment-là, qui, je pense, aurait fait une très très longue carrière en équipe de France s'il n'y avait pas eu Barthez. Mais bon, Barthez, en même temps, il n'était pas trop bougeable. Il a eu une petite chance quand même, Coupet, de prendre un peu la place de numéro 1 à un moment, juste avant la Coupe du Monde 2006, parce que en 2005, il y a l'affaire du crachat de Barthez. Donc voilà, il est suspendu, et Coupet, il peut refaire ses preuves en équipe de France. Et du coup, on arrive à la Coupe du Monde 2006 finalement avec un vrai débat. Quel gardien on met en tant que titulaire entre Coupet et Barthez? Et évidemment, Coupet, il fait quand même pas mal d'apparitions médiatiques pour essayer de défendre un peu sa place et puis de se positionner en tant que numéro 1. Finalement, Domenech, il va mettre Barthez en rôle de numéro 1 pour la Coupe du Monde. Et bon, on connaît un peu la Coupe du Monde que nous sort Barthez à ce moment-là, donc voilà. Pas trop de regrets, mais en tout cas des regrets pour Coupet, ça c'est sûr. Donc voilà, première sélection pour lui en 2001 à la Coupe des Confédérations. Bon, ça sera pas sa seule sélection, hein, c'est pas une apparition unique, mais voilà, il va toujours rester dans l'ombre de Barthez. Bon, bah on passe à la ligne défensive. Bon, au poste de latéral droit, moi je voulais vous parler de notre cri-cri national, hein, Christophe Jallet. 28 ans au moment où il est sélectionné, et d'ailleurs il a failli être sélectionné aussi sous Laurent Blanc, mais Laurent Blanc a décidé de partir sur d'autres options, et à cette époque-là, c'était même Carlo Ancelotti qui disait que Laurent Blanc se privait du meilleur latéral français du moment. Donc voilà, c'était quand même une belle éloge de la part d'un grand entraîneur pour Christophe Jallet. Mais on a quand même un latéral droit qui a été sélectionné pour la première fois plus vieux que ça, à 29 ans. C'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, c'est vraiment un joueur qui a explosé sur le tard. C'est un peu le profil type pour ça. C'est un joueur qui est passé par Quevilly, par Avranches, mais c'est vraiment quand il arrive au RC Lens qu'il va finir par exploser. Et c'est à ce moment-là, du coup en mars 2022, que finalement il a un niveau vraiment très très bon en Ligue 1. Il est parmi les meilleurs latéraux du championnat. Et du coup, Deschamps décide de le sélectionner. Donc il arrive quand même en sélection à 29 ans. Donc très très tardivement. Bon, il y a plein d'interviews à ce moment-là où lui il dit que c'est vraiment c'est un rêve de gosse d'arriver là. Et pour autant, Deschamps lui dit de vraiment pas prendre cette sélection comme un jubilé, parce que
parce que ça serait une erreur et que du coup il serait pas revenu. Bon, finalement, il reviendra quand même derrière. Bon, il va quand même rater la Coupe du Monde pour une histoire de dispositif tactique parce que voilà, il joue plus dans un rôle de défense à 3 ou défense à 5 en tant que piston. Et Deschamps, à ce moment-là, part plutôt sur une défense à 4. Et donc du coup, il va finir par rater la Coupe du Monde d'assez peu. Et donc voilà, petit regret pour lui, mais en tout cas, il arrive vraiment tardivement à ce moment-là. Et derrière, à la suite de l'été 2022, d'ailleurs, il va signer à l'Olympique de Marseille, donc il va vraiment prendre un palier en termes de niveau. Mais bon, Marseille, on connaît l'histoire, ça se termine pas très bien avec Benassia. Il finit par signer à l'OGC Nice, et là, dernièrement, vraiment, le niveau a clairement baissé. Je pense que les sélections sont un peu derrière lui pour les Bleus en tout cas, mais on verra, peut-être que je me trompe, mais je le vois mal revenir à un niveau suffisant pour réintégrer les Bleus. Donc il aura fait 14 sélections au final pour 2 buts, donc voilà, pour une carrière internationale assez tardive, c'est plutôt pas mal franchement. Bon, on s'attaque à la charnière centrale, et pour commencer, je vais vous citer un nom qui va clairement pas vous étonner, c'est vraiment le nom auquel on pense quand on parle de surprise de sélection. C'est évidemment Pascal Chimonda. Pascal Chimonda qui arrive quand même sur le tard, forcément en équipe de France, parce qu'il n'était pas forcément prédestiné pour intégrer la sélection. Mais voilà, il fait une saison énorme avec Wigan cette saison-là. Il est élu même en Première Ligue, meilleur latéral de Première Ligue cette saison-là. Donc voilà, sa sélection, elle sort pas non plus de nulle part. Évidemment, il y avait quand même d'autres grands noms à l'époque pour la Coupe du Monde 2006 qui étaient plutôt devant lui. Mais finalement, il y aura le forfait de Michael Sylvestre, qui va amener Domenech à sélectionner Pascal Chimonda. Et donc Pascal Chimonda, il se retrouve à 26 ans avec les Bleus pour disputer une Coupe du Monde. Donc voilà, assez énorme. Il va faire une sélection, parce qu'il va faire le match amical contre le Danemark. Il va rentrer, je crois, en fin de match à la 88e. Et ça sera sa seule sélection. Ça sera sa seule sélection. Mais voilà, Chimonda, c'est vraiment le nom auquel on pense quand on pense aux sélections surprises. Mais finalement, il a quand même été sélectionné assez tard. Alors 26 ans, c'est pas le plus tard de la liste, parce que là, on parle de 28, 29 ans depuis le début. Mais c'est quand même assez tard. Et puis bon, surtout, ça sera aussi assez tôt pour arrêter sa carrière internationale, parce que ça sera le premier et le dernier match de sa carrière contre le Danemark. Et pour former la doublette avec lui en charge centrale, on va avoir un autre joueur qui d'ailleurs a eu une seule sélection et qui a quand même participé à une Coupe du Monde avec les Bleus, c'est Marc Planus. Et ouais, bon, après, c'est pas forcément la meilleure Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde 2010. Mais voilà, Marc Planus, bon, évidemment, on le connaît pour sa charnière un peu historique avec Michael Siani, où ils ont vraiment un peu marché sur la Ligue 1 pendant un an et demi, dans le grand Bordeaux de Laurent Blanc, avec Gourcuff, avec Chamac, avec Kavenaghi, voilà. On connaît un peu l'histoire, mais ouais, la charnière centrale de Girondins de Bordeaux à cette époque-là, elle tourne très très bien vraiment. Et la première partie de la saison 2009-2010, vraiment, Planus et Siani, c'est très très solide. D'ailleurs, les Girondins finissent champions d'automne à ce moment-là. Mais voilà, la deuxième partie de saison, ça sera vraiment beaucoup plus compliqué. Il y aura des blessures, il y aura des matchs vraiment pas incroyables, mais il va quand même intégrer la sélection. Il n'est pas sélectionné à l'origine par Domenech en 2010, mais finalement il y a le forfait de Lassana Diarra qui va amener Domenech à l'intégrer pour la liste pour la Coupe du Monde. Donc voilà, jamais sélectionné en bleu, et puis il participe à une Coupe du Monde. Alors bon, on connaît un peu l'histoire, hein. Nice Night 2010, c'est pas forcément le meilleur moment pour être dans la sélection française. À cette époque-là, c'était un peu le bordel. Mais voilà, il participe quand même à une Coupe du Monde. Il fera un match amical contre la Tunisie en préparation, où il remplace Abidal, je crois, il fait la deuxième mi-temps. Et derrière, voilà, ça sera sa seule sélection. Mais clairement, bon, Planus, il aura quand même souffert d'un petit problème de timing, parce que intégrer la sélection bleue à ce moment-là, c'était vraiment l'enfer, quoi. Sur le poste de latéral gauche, on a un autre joueur qui va être sélectionné grâce à ses belles performances avec les Girondins de Bordeaux, en 2005 cette fois-ci, c'est Franck Jurietti. Alors Franck Jurietti, c'est un peu particulier. Bon, déjà, il est sélectionné à l'âge de 30 ans. Donc bon, là, il est clairement dans le thème. Voilà, il fait partie, pour le moment, c'est le plus vieux à être sélectionné là dans notre 11. Franck Jurietti, il est sélectionné par Domenech à ce moment-là en 2005. Il se connaissait déjà parce qu'il avait été sous les ordres de Domenech sur pas mal de sélections en équipe de France Espoir. Mais depuis, évidemment, voilà, Jurietti, il n'était pas forcément sélectionné, il n'avait pas forcément le niveau pour être sélectionné, parce qu'il y avait quand même de grands noms qui étaient un peu devant lui à cette époque-là. Mais Jurietti, il a vraiment une grande particularité, c'est que c'est encore aujourd'hui celui qui détient le record de la sélection la plus courte de l'histoire. Donc il a une sélection avec les Bleus, 5 secondes rentrées en jeu, fin du match. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Jurietti en bleu. C'est encore aujourd'hui vraiment le record qui est inscrit, d'ailleurs, voilà, vous pouvez aller voir sur le site de la FFF tous les records des Bleus. Jurietti fait partie de cette page record. Voilà. Donc c'est à la fois une des carrières internationales les plus tardives et en même temps une des carrières internationales les plus courtes qui soient. Parce que bon, j'ai pas regardé dans les autres sélections, mais battre 5 secondes, ouais, c'est quand même assez costaud. Et on attaque les milieux de terrain.
Bon les gars, je vous ai pas précisé, mais on part sur un 4-3-3. À l'origine, je partais plutôt sur un 4-4-2 en losange parce qu'il y avait un profil au milieu qui pouvait peut-être être intégré. Mais bon, il a été sélectionné en 97, c'est Bogossian. Donc évidemment, il va pas compter pour cette liste. Et donc du coup, j'ai dû réfléchir un peu différemment. Et donc on va partir sur un 4-3-3 avec évidemment les postes qui sont pas toujours idéaux, hein. Notamment en attaque, on a plutôt 3 numéros 9 et pas vraiment d'ailier. Mais voilà, c'est la formation qui est le plus cohérente en tout cas par rapport aux joueurs qu'on a. Et sur les profils au milieu de terrain, on en a quand même 2 qui ont été sélectionnés il y a vraiment pas très longtemps. Enfin, vraiment pas très longtemps. Bon, c'est moi qui ai un rapport au temps peut-être un peu différent, mais voilà, le premier c'est Nzonzi en 2017. Donc ouais, ça date quand même, ça fait 8 ans, mais moi dans ma tête c'est assez récent. Nzonzi c'est un peu un profil à la Klose je trouve, parce que c'est un joueur qui finalement se révèle assez tardivement, notamment quand il est au FC Séville en Liga. Vraiment, il éclate un peu aux yeux du championnat. Il y a Marca qui parle énormément de lui à ce moment-là, qui dit que c'est vraiment une pièce maîtresse du FC Séville. Et en Espagne, on s'étonne à ce moment-là, en 2016, de pas le voir vraiment sélectionné en équipe de France. Et lui, d'ailleurs, sur une interview, voilà, il disait que de toute façon, personne ne savait qu'il était français, en fait, parce que personne vraiment s'intéressait à lui à ce moment-là. Donc, il n'y avait rien d'évident pour lui. Mais voilà, il a un rôle central dans le FC Séville de l'époque. Hein, vraiment, c'est un peu un pilier de l'effectif. Et finalement, Deschamps, il finit par le sélectionner en 2017. Pour l'intégrer à l'effectif, et il va même participer à la Coupe du Monde 2018. Et alors bon, là c'est quand même un destin vraiment magnifique parce que non seulement il intègre la sélection pour la Coupe du Monde, mais en plus il participe à 5 matchs sur 7. Il remplace N'Golo Kanté en finale, donc voilà, il joue vraiment plus d'une demi-heure sur la finale contre la Croatie. Donc vraiment, il a un rôle vraiment très important au sein de l'effectif bleu sur la Coupe du Monde. Et bah forcément, il va finir champion du monde. Donc c'est énorme pour un gars d'arriver à 28 ans en sélection et de finir champion du monde. À la différence de Planus, lui, clairement, il aura trouvé le bon timing, hein, parce que voilà, avoir ses sélections, il a une vingtaine de sélections entre 2017 et 2020. Donc voilà, nickel. Clairement le bon créneau, la Coupe du Monde 2018, un titre de champion du monde, et hop, on repart quoi. Et d'ailleurs, dans notre 11 des Bleus, son pendant à gauche au milieu de terrain, bah, c'est probablement celui qui l'a remplacé quantitativement, en tout cas dans la sélection, en 2021, parce que c'est Jordan Veretout. Jordan Veretout, il intègre la sélection à 28 ans, donc vraiment sur le tard, et pourtant, il est champion du monde U20 avec Pogba et Kondogbia en 2013. Donc vraiment, voilà, il avait fait un peu un très beau parcours en sélection espoir. Il était plutôt amené à intégrer la sélection plus tard, mais il va mettre 8 ans vraiment à l'intégrer. Et c'est avec ses belles performances à la Roma à l'époque qu'il va finir par être sélectionné par Didier Deschamps. Mais bon, même chose qu'Nzonzi là-dessus. Franchement, pour un mec qui intègre la sélection à 28 ans, bah, il a un titre de Ligue des Nations avec la France, donc plutôt propre. Il a une finale en 2022 avec la France en Coupe du Monde, donc pareil, plutôt propre. Il aurait même pu s'en sortir avec un titre de champion du monde. Donc ouais, franchement, pour un mec qui arrive tardivement en sélection nationale, en termes de palmarès, il s'en sort très très bien. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, mais par contre, en termes de sélection, 6 sélections pour Veretout. Pour un mec qui a été appelé plusieurs fois quand même sur cette période, bon, il aurait pu faire un peu plus, mais ça démontre aussi le rôle qu'il avait au sein de l'effectif. Hein. Et il est plus trop appelé maintenant, mais logiquement, parce que bon, les performances à l'Olympique Lyonnais, c'était pas ça, et puis de toute façon, Deschamps, bon, il sélectionne pas très souvent les Lyonnais quand même. Et puis bon, depuis qu'il est parti, c'est pareil. Hein. De toute façon, là, a priori, c'est un peu comme Klose, je pense qu'on le reverra pas en bleu. Et notre joueur le plus offensif du milieu de terrain, ça va être Éric Carrière. Et ouais, Éric Carrière, bon, c'est en 2001 qu'il est sélectionné pour la première fois par Roger Lemaire pour la Coupe des Confédérations. Bon, à ce moment-là, il sort une saison monstrueuse en 2000-2001 avec le FC Nantes. Il fait 12 passes décisives, meilleur buteur et passeur du championnat. Il est élu meilleur joueur, je crois, du championnat. Donc vraiment, il est en feu à cette époque-là. Il est sélectionné par Roger Lemaire. Et en plus, il va être vraiment sur le feu des projecteurs, puisque avec les blessures de Zizou, il va prendre le numéro 10 et il va vraiment être, entre guillemets, le numéro 10 remplaçant de Zizou, donc celui sur lequel tu mets vraiment la pression de ouf pour les matchs, et celui sur lequel vraiment tout le monde va compter. Donc voilà, il y a plein de débats à cette époque-là. Est-ce que Éric Carrière peut remplacer Zizou? Est-ce qu'il peut être le nouveau numéro 10, etc. Et en fait, il va faire une Coupe des Confédérations, mais de feu, quoi. Il va faire 2 buts, 2 passes D. Je crois qu'il est encore élu meilleur joueur, il me semble. Non, il est co-meilleur buteur avec Pires, je crois. Et en fait, ça va être vraiment son prime en bleu, parce que derrière, il va jamais réussir à vraiment s'imposer dans cette équipe. Bon, de toute façon, Zizou, dès qu'il est revenu, évidemment, c'était terminé. Mais voilà, il va pas réussir à tenir la durée, et derrière, il va pas beaucoup être sélectionné. Il va faire 10 sélections pour 5 buts, dont du coup vraiment cette période un peu prime pour lui en bleu. Donc voilà, c'est son grand fait d'armes, c'est la Coupe des Confédérations 2001. Mais franchement, pour un mec jamais sélectionné, être sélectionné pour la première fois à 27 ans, avec une pression quand même monstre pour remplacer Zizou, et qu'il te sorte un peu ces performances-là, et que il reparte avec un titre, bon franchement, c'est pas trop mal non plus. Hein. Alors on est parti pour notre trio d'attaque maintenant.
Bon, je vais commencer par le plus évident, hein, Steve Savidan. Bah voilà, Steve Savidan, 30 ans au moment de cette première sélection. C'est un peu la belle histoire, en tout cas l'histoire dont tout le monde rêve pour être sélectionné en équipe de France. C'est-à-dire que le mec, bah voilà, il vit quand même une carrière assez galère en gravissant les échelons petit à petit. Il explose vraiment à Caen, mais vraiment sur le tard en Ligue 1. Et il fait une saison de feu à ce moment-là avec Caen, quand il est sélectionné par Domenech pour un amical contre l'Uruguay. Voilà, 30 ans. Lui, bon, clairement, il vit un rêve éveillé. Il dit que c'est incroyable pour lui d'être sélectionné, que vraiment, c'est un peu le rêve de toute une carrière. Et franchement, il va faire un match assez impressionnant parce que déjà, ça va être l'attraction du match parce que voilà, sa vie dans 30 ans, tout le monde militait un peu pour le voir en équipe de France, mais c'était un peu plus, c'était pas une blague, disons, mais on savait que de toute façon, il allait pas avoir une carrière sur la durée avec les Bleus. Donc c'était plutôt un peu vu, en tout cas, comme un jubilé, c'est-à-dire lui donner une sélection un peu pour son mérite sur la saison. Mais en tout cas, il va faire un super match contre l'Uruguay. Il va être dans son style un peu à la Savidan. Il a failli passer quelques bicyclettes quand même. Donc voilà, il va vraiment, je trouve, il va vraiment prendre le match un peu pour s'éclater et pour vraiment profiter à fond. Et c'est un peu la belle histoire. Voilà, Savidan, c'est clairement le joueur type un peu très âgé, en tout cas très âgé, 30 ans, mais voilà. Pour moi, qui a 33 maintenant, c'est plus si âgé, mais à l'époque, 30 ans, je me disais, ouais, c'est incroyable qu'un mec soit sélectionné à cet âge-là. Et clairement, c'est voilà, c'est une sélection, mais sacrée belle histoire quand même. Le deuxième attaquant de l'équipe, c'est un joueur, bon, clairement, qui est un petit genou par rapport à Savidan, parce qu'il fait sa première sélection à 27 ans. Bon, c'est quand même assez tard, évidemment, mais par rapport à Savidan, ça reste assez jeune. Et c'est Ben Yedder. Voilà, Ben Yedder, bon, clairement, il a un parcours assez atypique en jeune, parce que bah, il va faire partie de l'équipe de France de futsal. Donc voilà, c'est quand même un joueur assez particulier. D'ailleurs, quand il explose en Ligue 1 à Toulouse, bah, on le considère vraiment, en tout cas, comme un joueur un peu atypique parce qu'il a des styles de jeu voilà, qui viennent un peu du futsal et qui amènent vraiment un jeu un peu différent. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait formé au foot à 11 au début, hein, quand même, ça se voit sur certaines lacunes. Mais voilà, c'est un joueur qui fait partie de l'équipe de France de futsal à l'époque quand il est en moins de 21. Donc n'a pas fait vraiment son parcours voilà, à Clairefontaine ou équipe de France Espoir, etc. Mais c'est un joueur qui est toujours plutôt appelé à jouer en équipe de France A. D'ailleurs, il l'a annoncé très très tôt, mais il est souvent barré en fait par d'autres joueurs et notamment par Giroud et Benzema qui vont quand même le barrer très très longtemps. Et il fait sa première sélection à 27 ans, donc sélectionné par Deschamps à cette époque-là en 2017, quand il explose vraiment au FC Séville. Voilà, avec un club qui joue un peu plus souvent aussi la Coupe d'Europe, forcément, qui gagne la Ligue Europa quand même assez régulièrement. Et bah voilà, c'est à ce moment-là que Deschamps va décider de l'intégrer. Mais derrière, carrière en bleu, bon, c'est un peu pareil, il va toujours être barré, il va jamais être vraiment le plan A, il va toujours être plutôt plan B ou C, mais souvent un peu dans les sélections. Et puis bah, dernièrement, bon, voilà, on connaît un peu les histoires extra-sportives autour de Ben Yedder. Bon, je pense que sa carrière elle est terminée, mais voilà, il a fait un passage quand même assez long finalement en équipe de France, en étant à chaque fois plutôt dans l'effectif, mais rarement sur le terrain. Et le dernier de notre 11 des Bleus qui ont leur première sélection les plus tardives, c'est honnêtement une petite surprise. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous l'aviez, mais clairement moi je l'avais pas du tout. C'est Frédéric Ney en 2001. Et ce qu'on peut dire sur lui, clairement, c'est qu'il n'était pas forcément né pour être en équipe de France. Pour autant, il est sélectionné à 26 ans, hein, donc honnêtement, en termes d'âge, bon, on a clairement beaucoup plus vieux dans notre 11 là, mais voilà, 26 ans, lui, il fait vraiment une progression un peu assez lente et linéaire, bah, notamment à Caen dans les divisions inférieures. C'est vraiment à Bastia qu'il explose, entre guillemets, hein, sur la saison 2000-2001, avec un duo avec Pierre-Yves André, où ils sont vraiment, voilà, ils sont une attaque super intéressante à Bastia. Et du coup, bah, c'est dans ce cadre-là que finalement, il est sélectionné aussi pour la Coupe des Confédérations avec Roger Lemaire. Et donc vraiment à ce moment-là, en tout cas, c'est vraiment un peu son prime, c'est sûr, parce que ça va pas durer très longtemps. Il va jouer du coup un match pour la Coupe des Confédérations, match de préparation, il me semble. Et puis derrière, ça va se terminer là. Hein. Il va signer quand même à l'Olympique Lyonnais. Donc derrière, c'est un peu le moment où vraiment il doit franchir un palier dans sa carrière et exploser, ou en tout cas vraiment se maintenir à ce niveau-là. Et en fait, il va jamais réussir à s'imposer à l'OL. Il va faire une première partie de saison où il joue un petit peu. Derrière, il va se blesser, il va pas réussir à revenir, il va pas réussir à s'intégrer vraiment dans le niveau de l'OL de l'époque. Et derrière, voilà, globalement, il va un peu disparaître de la circulation, quoi. Donc vraiment, ouais, c'est une carrière ultra fulgurante. Même en club, hein, voilà, il apparaît vraiment, il fait un prime très très court avec Bastia, sélectionné en équipe de France un match, et après OL, et après finito, voilà. Bon voilà les gars, sacré 11 quand même, hein. Quand tu regardes les joueurs, tu te dis incroyable quand même que tu puisses faire un 11 de l'équipe de France avec ces joueurs-là, c'est assez fou, avec du coup les petits genoux de l'équipe, hein, c'est Chibonda et Frédéric Ney.
Et puis les vieillards, entre guillemets, Savidan et Jurietti. Et voilà, des joueurs, quand même, il y en a pas mal qui ont fait une seule sélection en équipe de France. Hein. Voilà, si tu regardes Jurietti, Frédéric Ney, Chibanda, mais en même temps, quand tu commences aussi tard ta carrière en équipe de France, bon, c'est logique que tu n'aies pas non plus énormément de sélections. Mais voilà un peu, du coup, Mateta à 28 ans, s'il est sélectionné, clairement, il pourra intégrer cette équipe. C'est Frédéric Ney qui devrait dégager. Bon, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que le format vous plaît. Dites-moi un peu en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, de retenter un peu des 11 avec des critères vraiment très très spécifiques comme ça. Et puis pour le reste, écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si jamais il y a des joueurs que j'ai oubliés au 21e siècle, hein, parce que sinon on remonte un petit peu loin. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot et portez-vous bien. Allez, ciao!